Imaginez-vous, voilà, petite POV, vous êtes Néotel, vous avez 19 ans et vous venez de sortir d'un long couple. Ah bon, c'est fini? Mais je parle pas de toi. Attends, qu'est-ce que t'es en train de vouloir dire? Je sais pas, moi enfin, ça fait des années qu'on se côtoie maintenant et je me suis dit, bon bah, le courant passait bien et puis je me suis dit, un jour on pouvait peut-être aller voir le film Mario. Bon, vous le vivez quand même assez mal. Et là, vous découvrez Savant avec son premier album, Ninure, qui parle justement de séparation amoureuse. Et puis sans le savoir, votre perception entière de la musique a changé. Je suis un grand fan de Savant, et ça je pense qu'une certaine partie d'entre vous le sait. J'ai déjà parlé du book sur ma chaîne et j'en fais régulièrement la promo sur Discord et Twitter. C'est un artiste qui a eu un grand impact sur moi, au point d'écouter religieusement sa discographie en boucle et d'être à l'affût de chaque info concernant ses projets. Pour refaire la bio vite fait, derrière Savant se cache Alexander Winter, compositeur de musique en tout genre et ayant une bonne quinzaine d'alias à son actif. Blanco, Data Crash, Megatron, Winter in Hollywood, Christopher Walken et j'en passe, tant de pseudonymes correspondant au même artiste, chacun spécialisé dans un certain genre de musique. Que vous aimiez hip-hop, orchestral, disco, metal, pop ou chiptune, il y a forcément quelque chose qui vous plaira dans ce qu'a fait Alexander. Et Savant c'est son alias principal, le plus connu et qui est basé sur de l'EDM, ou électro si vous préférez. House avec Vario, trap occidental avec Zion, drum and bass avec Krang, pop rock estival avec Void, autant d'albums que de sonorités et d'expérimentations différentes, ce qui fait que chaque projet se démarque assez clairement des autres. C'est une des choses qui rend la discographie de Savant aussi agréable à parcourir. On sent une évolution dans ce qu'il fait, mais ça fait pas perdre en intérêt ses anciens projets. Et le mieux c'est qu'on ressent toujours la patte Savant, malgré les sonorités parfois opposées entre deux albums. T'as oublié de dire que c'était grâce à moi que tu connaissais? Oh non, j'ai pas oublié, j'ai juste fait exprès de pas le dire. Cette patte qui consiste à mélanger plusieurs genres musicaux pour faire des compos aussi inattendus que réussis, à mélanger tant de sons au sein d'un même drop pour former des résultats qui devraient être absolument chaotiques et devraient n'avoir aucun sens, mais desquels se démarquent un rythme et une musicalité qui font qu'absolument tout est à sa place. C'est plus d'une claque qu'on se prend en écoutant les quelques milliers de morceaux que Winter a composés, parce que ouais, c'est un artiste très prolifique. Alexander Winter est atteint d'un syndrome d'Asperger, additionné au syndrome du savant qui lui pousse à composer sans cesse, d'où son pseudonyme. En 2011 sort Ninure, le premier vrai album de Savant, et c'est déjà un banger. C'est un projet très sombre, se servant des codes de la dubstep pour faire des sons violents et saturés, parfois même irritants, pour raconter la dépression et les regrets à base de gros drops qui tâchent. L'année suivante verra la sortie de 4 albums, à savoir Vario, strictement opposé au projet précédent et visant cette fois une ambiance beaucoup plus festive, Overworld, qui jouit d'une sonorité plus sombre et expérimentale, ISM, qui se rapproche un peu plus de la chiptune, et Alchemist, qui deviendra de loin son album le plus connu, et qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que oui, Alchemist, sans mauvais jeu de mots, vous savez que c'est pas mon genre, a fait du bruit. Ah mais c'est nul ça. Mais ferme ta gueule toi, Rambo Saka. L'album se voulait être un best-of de ce que Savant proposait. Non, pas tant un best-of, j'aurais plutôt tendance à le voir comme un best tout court, en cela qu'il ne va pas juste prendre le meilleur des albums précédents, mais s'en inspirer pour les dépasser. Parfois électro, parfois pop, on s'est retrouvé avec de très loin les projets les plus populaires d'Alexander Winter, si bien que depuis 2013, chaque nouvel album du compositeur est comparé à Alchemist, et ça ne lui a pas vraiment fait que du bien. Savant a même longtemps dit que faire une suite à Alchemist, ce serait carrément se trahir en tant qu'artiste. Et pourtant, il l'a fait. Sortir un album. Alors ouais, hein, juste 2 secondes. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je parle de Savant. Ah oui. Effectivement, Alchemist 2, vu d'assez loin, ça a pas l'air d'être grand chose d'autre qu'un certain aveu d'échec, ou au moins une tentative de surfer sur un succès passé. Et si Winter était plus populaire, on aurait eu environ 300 vidéos dont le titre aurait été un truc du genre « Savant est-il tombé dans la facilité ?» point d'interrogation. Questionnement d'autant plus légitime qu'on sort de Krang, qui est déjà... l'album de ma vie. Ta gueule. Mais surtout, un assez grand bouleversement dans la formule proposée par Savant. Il n'était même pas sûr de le publier sous ce nom. Un projet encore plus jusqu'au boutiste que tous ceux qu'il a produits jusque-là sous cet alias, proposant un concept d'album de drum and bass dans un style qu'on n'avait jamais entendu jusque-là. Et il est vrai que proposer un album remix derrière, ça peut faire grincer des dents. Moi aussi j'ai grincé des dents une fois. Surtout que la discographie de Savant avait tendance à moins éveiller les passions avant Krang, enchaînant des projets qui semblaient, aux oreilles d'une partie de son public, un peu forcés, ou du moins qui manquaient de cette étincelle qui faisait de chaque album un chef-d'œuvre. C'est vrai que j'adore Void parce qu'il a une vibe estivale qui me plaît beaucoup, et ça reste un très bon album qu'on s'entende bien, mais force est d'avouer qu'il manque de surprises et de coups de génie par rapport à ce dont on était habitué, surtout pour un projet vendu comme le grand retour de l'électro chez Savant après plus de 2 ans d'absence. Mais malgré tout ça, sachez qu'Alchemist 2, non content d'être un vrai bon album qui reprend avec brio le meilleur succès de Savant, va clairement au-delà du simple statut de remix pour nous confirmer la direction entamée avec Krang, le tout en se voulant également être un best-of de ce que peut nous proposer Alexander Winter 10 ans plus tard. Alchemist 2 est à la fois un très bel hommage à l'original et à tous les albums qui ont suivi, mais aussi une très belle revanche sur cet album créé comme un cadeau, renvoyé comme un poison. Bon, voilà comment on va procéder. On va reprendre quelques pistes d'Alchemist et se pencher dessus dans plus ou moins de détails à chaque fois. Leur genre, leur but, leur place dans l'album,
est-ce que ça fait boum boum ou pas? Et on va comparer avec la même musique dans Alchemist 2. On passera pas tout en revue parce que déjà la vidéo deviendrait beaucoup trop redondante et qu'il y a tout simplement des morceaux sur lesquels on n'a rien à dire. Genre, Hungry Eyes. C'est de la pop. Voilà. Non, ici on va se concentrer sur la façon dont Savant a décidé de remixer ses propres musiques, leur place dans l'album, leur changement de style, leur sens thématique, ce genre de trucs. Gardez juste à l'esprit qu'on n'est en aucun cas des experts de la musique, et que quand bien même Kuro a des notions d'analyse en la matière, je suis une gigabrelle et je parle surtout en termes de ressenti. Ces quelques précisions étant faites, on peut commencer directement avec la première piste de l'album, Mother Earth, dans Alchemist 1. Mais sinon, tu veux pas qu'on rapproche mon siège du tien, genre qu'on soit dans le même plan? Là, les gens ils vont croire qu'on est même pas dans la même pièce. Mais Kuro, je suis un gamer, je m'approche pas des gens. Si vous n'avez jamais écouté de Savant dans votre vie, le tout début de Mother Earth vous sera sûrement inhabituel, puisqu'on commence sur une ambiance un peu inquiétante qui enchaîne sur un build-up entièrement au clavecin. Le but est clair, présenter l'ambiance et la sonorité qu'aura Alchemist avant de balancer du boom boom. Parce qu'à part ce moment et un point au milieu de la piste, Mother Earth c'est de l'électro assez classique. Parle mieux. J'ai pas dit que c'était mal. C'est toi le mal. Ah ouais, bah elles sont où mes fleurs? Dans un vase. Ah. En plus, je sais pas pourquoi je t'ai interrompu, je suis d'accord. Mother Earth introduit l'idée de l'album, à savoir le savant dans l'électro et l'électro dans le savant, mais sans nous noyer sous les mélodies, le temps de nous acclimater. Un morceau très simple dans sa structure, avec beaucoup de répétitions dans les parties et des parties elles-mêmes. Il y a des moments qui sortent du lot, mais le cœur du morceau est dans cette répétition. Une bonne entrée en matière qui, en plus, ouvre la voie vers la suite grâce à sa cadence suspensive qui pousse à rester pour le morceau suivant. Si Mother Earth semble un peu plus faible en elle-même, ça reste une bonne introduction à l'album. Naturellement, on se demande si Mother Earth 2 occupe une place similaire. En vrai, y a pas trop de différence. Et en faux? Très belle reprise de jazz. La structure du morceau est très similaire et joue également sur les répétitions, avec une mélodie principale simplifiée et le même but au sein de l'album, introduire le concept et permettre au public de s'acclimater. Mais malgré ça, l'introduction de Mother Earth 2 donne un peu des airs de... Non mais il est passé où mon baroque? La raison est simple, la ligne directrice d'Alchemist 2 n'est plus tant l'électro-baroque. Le projet a un tout autre but, ce qui explique la disparition de cette introduction précise au profit de celle qu'on a pu découvrir en 2022. Au final, si Mother Earth est encore un peu trop longue à mon goût, elle reste entraînante du début à la fin et démarre très bien l'album. Mother Earth est une des pistes les plus similaires à son original dans Alchemist 2. En même temps, c'est pas comme si Alchemist 2 était un remix celtique du premier, donc la place de Mother Earth au sein de l'album peut rester la même. Mais ne vous inquiétez pas, c'est dès la piste suivante que tout va changer. Sky is the Limit, c'est l'entrée dans de l'électro plus vénère. Dans le premier album, c'est le moment où Savant expose ou rappelle sa patte. On passe d'un son d'un style dance à de la pure dubstep dans un morceau à la construction certes assez classique, à savoir couplet, build-up, drop, couplet, build-up, drop avec un point vers la fin, mais qui cherche à varier son contenu. On remarque également la présence de chiptune à de très nombreuses occasions durant le morceau. Sky is the Limit représente assez bien la sonorité de la partie électro d'Alchemist. On est principalement sur un album de dubstep avec de la chiptune, et si on n'a pas droit à l'aspect baroque dans ce morceau, il reviendra dès la piste suivante d'Alchemist. Mais pour l'instant, on va plutôt parler de Sky is the Limit 2, et on verra que ça n'a pas grand chose à voir avec l'original. Ce dont Neo a omis de vous parler parce que c'est un nulos, c'est que les paroles que vous entendez dans Sky is the Limit sont chantées par Donny Goines, un rappeur déjà actif depuis quelques années à l'époque. Et ben, il est de retour pour Sky is the Limit 2, mais a cette fois un plus grand rôle au sein du morceau, parce que dans Sky is the Limit 2, ça rappe bien plus prépondéramment. Putain, cet adverbe. On se retrouve dans un rap dubstep au percu sèche, à la mélodie très peu présente si on met de côté les breaks avec le cœur giga pitché, et au rythme lent, ce qui forme une piste plus en retenue qui invite moins à danser, mais à méchamment headbanger, notamment parce que les percus ne marquent pas souvent toutes les mesures, ce qui rend chacune d'elles plus rare, et donc plus attendue. C'est vraiment pas le seul exemple d'une reprise plus rentre-dedans que l'original, et là où ça devient intéressant, c'est que les deux compositions sont tellement éloignées l'une de l'autre qu'on va pas avoir ce réflexe de comparaison à base de celui-là est mieux, du coup je n'ai plus aucune raison d'écouter l'autre. Puis, une fois sorti du morceau, il nous vient quand même en tête que la proposition était plus mesurée, plus sobre que le titre original. On ne va pas développer maintenant ce que ça dit du reste, mais mettez cet élément dans un coin de votre tête. Une démarche que l'on retrouve aussi dans Sledgehammer, mais différemment. Oui, donc qu'on ne le retrouve pas. Ta gueule! Sledgehammer dans Alchemist, c'est un jumpscare. Un authentique jumpscare. Genre t'es là, tu te chill pépouze, c'est un joli son de clavecin, et puis...
Déjà, cette longue intro au clavecin d'une cinquantaine de secondes, c'est assez inhabituel. Pas de répétition dans la structure, pas d'éléments électro qui trahiraient cet héritage baroque, au contraire même, on n'est même pas dans la référence, mais simplement dans une envie de s'inscrire dans ce mouvement. Ce qui fait que le drop n'est pas juste un sursaut provoqué par la masse électronique qui nous tombe dessus sans prévenir, mais aussi un saut de plus de 300 ans en moins d'une seconde. Partant de là, c'est de la grosse dubstep saturée qui certes fait revenir son drop régulièrement avec seulement quelques variations, mais reste surprenant dans sa structure, genre en moment il y a un banjo, puis de la chiptune. Parce que c'est possible, et parce que ça crée de la surprise, et donc de la tension. Et puis il y a Alchemist 2. Alchemist 2, il veut pas forcément créer de la continuité dans son registre. Il a pas besoin de faire ses preuves. C'est surtout l'occasion de montrer sa maîtrise d'aujourd'hui dans plein de genres différents. Du coup, Sledgehammer 2, c'est de la dubstep d'horreur. La piste ne nous refait pas le coup du jumpscare, et préfère un long build-up de plus en plus stressant. La mélodie des drops reste certes la même que l'original pendant une bonne partie de la chanson, mais la sonorité et la construction sont en fait un miroir de l'original. Ah, voilà. Si l'un débute dans un baroque lumineux avant de tomber brutalement dans l'électro agressive, l'autre commence sur de l'électro calme et assombrie, plus angoissante, et dans une montée en puissance qui nous fait naturellement attendre le drop. Le clavecin n'apparaît d'ailleurs qu'en conclusion du titre. Sledgehammer était entraînante, généreuse, avec une voix aiguë pour annoncer le drop et le commenter ça et là, avec des notes assez hautes qui contrastent avec les percus et la basse pour créer un ambitus, donc l'écart entre la note la plus grave et la plus aiguë dans un morceau, vraiment large. Ça joue sur une certaine virtuosité, bref, on pourrait imaginer le morceau comme une explosion musicale. Sledgehammer est beaucoup plus retenu. Entre les nappes sonores, l'écho, le hit Sledgehammer plus grave et prononcé assez bas, l'absence quasi totale d'aigus marqués et qui, lorsqu'elles apparaissent, n'ont rien d'aérien mais plutôt de strident, à l'image des violons qui rappellent ceux de Psychose, il n'y a aucun doute sur le fait que Sledgehammer 2 se veut inquiétant et dans un registre horrifique. Absence de pulsation par-ci, accords dissonants par-là, la réinterprétation que fait ici Savant emprunte bien plus qu'elle ne reproduit. Alchemist 2 n'hésite pas à aller chercher dans plus de registres. Déjà en allant chercher dans plus de genres musicaux, comme on le verra plus tard, mais aussi au sein même de ce qu'il fait dans l'électro. Sky is the Limit et Sledgehammer sont là pour nous présenter ces changements dans l'album, tout en gardant leur rôle de nous introduire à de l'électro plus vénère. Eh mec, ouais, on va la voir de n'importe quelle façon. Bébé fait l'amour à la justice. La piste suivante, c'est Alchemist, celle qui porte le nom de l'album. Et là, on a la totale. Intro baroque, puis chiptune, drop bien dubstep, bien boom boom et qui varie. On a même de la drum and bass, tout va bien. Alchemist, la piste, va être le summum du côté électro d'Alchemist, l'album. C'est un morceau très généreux, notamment parce qu'il propose un des meilleurs mariages entre le baroque et l'électro en même temps. La piste dure 4 minutes 37, et les premières 2 minutes 30 sont une parfaite illustration de ce métissage musical. La chiptune qui joue comme un clavecin, faisant fi des formules répétées au profit d'une mélodie qui évolue sans cesse, les synthés derrière qui formulent leur accompagnement comme un ensemble de cordes frottées, avec des harmonies plus prononcées sur les breaks, c'est pas souvent qu'on compose de l'électro comme ça. Mais à côté, on garde cette philosophie du build-up, des drops, de la répétition, des synthés qui produisent des notes difficilement identifiables et plus proches du bruitage, donc on ne se sert pas de l'un pour singer l'autre, il y a une vraie complémentarité qui s'installe. Une telle approche de la partition fait qu'Alchemist, la piste, est créatif de bout en bout, alliant deux matériaux dont on n'estimait pas l'accointance et qui inscrit Savant parmi les plus brillants alchimistes des compositeurs. Bah ouais, je sais pas s'il parlait volontairement de lui, ça serait un petit peu prétentieux, mais si c'est le cas, bah putain, il a raison, écoutez ça. C'est à mes yeux une des meilleures pistes de l'album, tant elle cristallise tout ce qui a été introduit jusqu'ici. Et pour Alchemist 2, vous connaissez la chanson, rien à voir. Hop, t'oublies une étape là. Ah oui, merde. Il faut noter qu'Alchemist 2, l'album, possède 2 pistes de plus qu'Alchemist, l'album. Il s'agit tout simplement de 2 reprises orchestrales de certaines pistes qui se placent avant le remix de la piste en question. C'est le cas ici avec Alchemist Prélude, qui reprend certaines mélodies de la composition originale. Et en vrai, ouais, enfin, c'est sympa, hein, ça reste très impressionnant, surtout si on considère que c'est une performance solo, mais je trouve que la mélodie fonctionne pas très bien une fois réorchestrée comme ça, surtout quand on entend que c'est pas un vrai orchestre, ça manque d'ampleur. Là où pour l'autre mélodie c'est Fat Cat Shuffle et c'est Béboutière. Mais reprenons, Alchemist 2, je disais, rien à voir. Voici un extrait d'un drop d'Alchemist. Et maintenant pour Alchemist 2. Putain, j'ai aussi perdu mon audition.
Tu l'as pas laissé près du film Mario? Dès le début, un truc nous saute à la gueule. L'intro est la même que celle de l'original, mais amputée de certains temps. Ce qui fait qu'on reconnaît la suite de notes, mais dans une configuration nouvelle, qui servira de fondement au reste du morceau qui, lui, est quasiment méconnaissable. Donc ce que dit Savant là, avec le titre qui donne son nom à l'album, je rappelle, c'est précisément l'original n'est qu'une base pour les nouveautés que j'ai à vous proposer. D'autant que cette fois, ça va loin dans l'expérimentation. On a des drops très peu mélodiques, de la grosse percu qui convoque un orgue pour l'accompagner, des paroles rappées dont le flow en fait la clé de voûte de l'édifice, et toujours du clavecin, bien qu'il soit relégué au troisième plan. C'est vraiment pas la chanson qui représente le monde de l'électro tel que le grand public peut le percevoir. À aucun moment quelqu'un ne demandera ça en festival. Si on devait s'attendre au summum d'Alchemist 2, l'album, avec Alchemist 2, la piste, ce n'est plus exactement le cas, parce que le morceau ne peut évidemment pas brasser toutes les propositions du disque, mais il garde sa place d'alchimiste, de celui qui expérimente. Est-ce que vous vous souvenez de quand Kourou parlait de revanche sur Alchemist? Bah, j'ai le sentiment qu'Alchemist 2 a une certaine rage. Rage qu'on retrouvait juste avant dans Crank qui avait l'impression de parfois vous en vouloir personnellement. Et ce morceau, il représente cette rage. Cette envie de tout casser, de détruire l'original. Et puis, quoi de plus logique thématiquement que de faire ça pour la piste qui s'appelle littéralement Alchemist? En l'occurrence, j'ai pas cette approche du morceau, mais ça me semble pas non plus déconnant de voir les choses de cette manière. Ah putain, ça me rappelle un truc. C'était quoi déjà la piste suivante dans Alchemist? Dancer in the Dark? Mais bien sûr, putain, un des sons les plus posés et chill de l'album après une destruction musicale totale, ça te rappelle rien? Ah, mais oui! Non, je vois pas. En 2009, Alexander Winter a sorti un album super long appelé Survival of the Fattest, sous l'alias Winter in Hollywood. Bon, je vais passer vite dessus parce que je l'ai analysé sur la chaîne de Kourou dans sa longue vidéo sur Savant. Elle est peut-être déjà disponible ou alors elle est pas encore en ligne, je sais pas vraiment. Elle sort quand ta vidéo, mec? J'en ai strictement aucune idée. En gros, l'album en question porte toute cette thématique de détruire pour reconstruire et l'étale sur 4 disques différents, représentant chacun une étape du processus. Et je pense qu'Alchemist 2 veut faire la même chose, mais en plus subtil et plus condensé. Bah, si ça se trouve, c'est juste une coïncidence. Ouais, t'as raison, c'est pas comme s'il y avait un couplet entier d'une chanson de Survival of the Fattest repris dans Alchemist 2. Ça va, mec? Oh, attends, j'ai eu un éclair de génie à ça. Oh là là. Dancer in the Dark, dans Alchemist 1, l'album, Tu peux arrêter de préciser que c'est l'album, les gens ont compris. c'est une des pistes les plus moyennes, on va dire. Elle a le rôle d'introduire un aspect pop à l'album, mais tout en gardant un côté électro pour ne pas trop dépayser. Et si la chanson suivante se débarrasse entièrement d'électro, Dancer in the Dark est une espèce de mélange pas forcément réussi de ces deux mondes, avec une partie chantée très entraînante, mais des drops pas vraiment inspirés et assez redondants. Alors que Dancer in the Dark 2, putain, on est passé des musiques que j'aimais le moins à genre une masterclass. On garde les paroles et l'aspect pop du titre, mais on change entièrement son ambiance et ses drops pour donner un son beaucoup plus sobre, malgré des drops explosifs assez proches de ce qu'on pouvait avoir dans Monster, de l'album Void. Ça donne à Dancer in the Dark cette espèce de mood de road trip de nuit sur une autoroute qui se transforme en montagne russe. C'est sans conteste mon son préféré de l'album, et je vous recommande absolument d'aller l'écouter sans plus attendre. Et puis, il y a Sustainer. Ouais. Ouais. Et coupe! On trouve souvent des pistes longues dans la discographie de Savant. Il y en a quasiment à chaque album, elles durent en général entre 8 et 9 minutes, et leur qualité a tendance à varier. On peut avoir du très bon comme du trop long, du Dreamscape comme du Icy Sleeved. Et malheureusement, Sustainer tombe un peu dans la seconde catégorie. Bon alors on se fait pas chier à mort comme dans Icy Sleeved, je vous rassure, mais on sent quand même pas mal les 9 minutes passées. En fait, Sustainer c'est un peu comme une extended version et une piste électro à la construction classique. Et j'ai beau aimer certains passages, ça reste un des sons les plus faibles de l'album. Quant à Sustainer 2... bah c'est en troll, c'est en troll, je peux pas dire ça autrement. Sustainer 2, c'est un build-up suivi d'un autre build-up qui est lui-même suivi d'un build-up, et ce pendant presque 7 minutes avant que le drop arrive. Et quand bien même ce dernier est bien savage, bah on ressent quand même une certaine frustration. Ça rend la piste tout de même assez intéressante, parce que ce build-up constant, il a besoin de mini-drops en son sein pour fonctionner, sinon n'importe qui skipperait jusqu'au prochain morceau. Et si j'ai l'habitude de plutôt écouter les 3-4 dernières minutes quand je tombe dessus, parce qu'encore une fois putain ce drop, Sustainer 2 reste cette expérimentation franchement bien foutue et qui vaut le coup d'être parcourue au moins une fois. Attention, derrière toi, une sorcière qui construit... Kourou.
Witchcraft, c'était pas la piste la plus intéressante d'Alchemist. Un morceau électro sans grande surprise, assez redondant, avec une sonorité assez classique pour de la dubstep, y a vraiment pas grand chose à dire sur celui-là. Et justement, c'est un morceau qui a tout simplement été supprimé d'Alchemist 2. C'est arrivé à 3 pistes dans l'album, qui se sont toutes vues remplacées par des compos d'autres projets qui auraient dû être dans Alchemist à l'origine. C'est ici le cas avec Wild Ganja de l'EP Heart. On se retrouve ici avec un mélange entre le reggae et la dubstep qui marchait déjà très bien dans Heart et qui fonctionne d'autant plus ici. La piste dure 7 minutes et pour le coup on voit pas le temps passer. Déjà on remarque une différence monstrueuse entre le mixage de l'original et celui-ci. C'est quelque chose dont Savant parlait sur son Twitter. Il n'a appris à maîtriser le mixage qu'assez récemment et c'est une des différences qui nous saute le plus aux oreilles quand on écoute Alchemist 2 après le premier. Wild Ganja 2 c'est un remix assez proche de l'original dans l'esprit mais proposant des drops alternatifs dont le dernier nous rapproche davantage de ce qu'on entendrait dans un album de Blanco. Les autres pistes qui sont remplacées dans Alchemist 2, c'est Konami Code, qui je pense ne manquera pas à grand monde, et Face Off dont j'adore la mélodie principale mais qui ne semblait pas aller au-delà de son simple concept. Et les deux compos qui prennent leur place, c'est Hot to Joy de l'album Outcast et Wild Style d'Overkill, qui changeront tous les deux leur sonorité et leur style musical. Je n'ai pas assez les deux Wild Style en tête pour me prononcer dans le détail, alors on va plutôt regarder ce que fait Hot to Joy 2. L'original était parmi mes morceaux préférés d'Outcast, donc j'avais assez hâte de voir ce que Savant allait en faire. Et c'est pas du tout ce que j'attendais, mais c'est génial. C'est de l'électro assez basique sur le premier Hot to Joy. On reconnaît les synthés et les mélodies du compositeur, mais la structure se fonde entièrement sur des répétitions de formules mélodiques ou rythmiques, donc c'est impec mais sans grande surprise. Hot to Joy 2 essaye de faire plus. Déjà il bannit le meilleur passage de Hot to Joy là. Mais dès la première seconde il est incroyable. Cette basse, c'est le point fort de tout l'album ça. Le mixage plus travaillé amène naturellement la création d'instruments aux sonorités, aux harmoniques plus complexes. Donc ce n'est pas une réinterprétation totale de l'original, plutôt une remise au goût du jour, et... c'est très cool, mais le jeu n'en vaut pas tant la chandelle. C'est chouette que les deux existent, parce que chacune a ses qualités, mais c'est comme acheter Soulka sur Xbox et PlayStation parce que vous voulez jouer avec Yoda et Kratos. Comment ça mon ref? Enfin je trouve Hot to Joy 2 vraiment différent du premier. On passe quand même d'électro chiptune à ses dubstep à de la bounce avec un peu de celtic. C'est toi le sel, enfin bref. Passons maintenant à Redemption, qui n'est pas tant un remix qu'une suite thématique à l'original. Redemption, c'est une musique qui porte bien son nom. Contrastant clairement avec Witchcraft, il s'agit d'un son beaucoup plus posé, qui se situe dans une ambiance plutôt solennelle, assez sombre, portée par des chœurs appuyant une certaine solitude. Mais c'est également une piste pleine d'espoir, comme le souligne le synthé qui apporte des mélodies plus légères à de nombreuses occasions, faisant tout pour rendre le morceau plus entraînant. Redemption, c'est une traversée du désert dans une marche déterminée. C'est une très belle composition assez contemplative qui donne un aspect plus émotionnel à Alchemist, aspect qui reviendra nous frapper de plein fouet à la fin de l'album. Du coup, sans surprise, c'est approuvé. T'as vraiment demandé à Cielou pour ça ? Et Redemption 2, comme dit plus tôt, se veut être une suite thématique. On est cette fois arrivé au bout du désert, c'est la célébration. Le morceau devient très entraînant et prend cet air de funk super fun à écouter, avant de replonger dans un aspect plus introspectif sur sa fin, tout en restant bien plus optimiste que son prédécesseur. Redemption 2, c'est tout simplement une fin de rédemption. Les deux morceaux ont la même mélodie, mais ça les empêche pas du tout de viser un mood bien différent. De ce point de vue-là, on est plus sur une partie de Redemption que sur un remix. Jusque-là, on a eu des suites qui améliorent leur modèle, les diversifient, les détruisent, gardent leur esprit, les remplacent et font une continuité de leur modèle. Ça fait déjà beaucoup de méthodes pour remixer un son. Eh bien, sachez qu'on a à peine fait les 2 tiers. Alchemist 2 est vraiment très riche. Ouais, il nous reste quoi du coup? Là, on doit parler de suite. Quoi? Une suite, mec. Melody Circus est le chef-d'œuvre de l'album, la piste que vous pouvez faire écouter à n'importe qui pour le convaincre du talent d'Alexander Winter. Il s'agit tout simplement d'une composition orchestrale, mais mise en forme avec des sonorités électro. C'est une musique parfaite. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher. La mélodie est extrêmement variée, si bien que toute la piste ne se répète jamais, et je dis bien jamais. Il n'y a aucun copier-coller de toute la compo. On a de la chiptune, du chant lyrique, un pont très relaxant, du clavecin, bref,
Melody Circus, c'est vraiment trop bien. Bah de toute façon pour moi Melody Circus c'est une raison à elle seule d'écouter Alchemist. Ouais, carrément. Et je pense pas trop me mouiller quand je dis que c'est la meilleure compo de l'album, et même une des meilleures de non seulement la discographie de Savant, mais aussi celle d'Alexander Winter tout court. Le but de Winter avec Savant a toujours été d'introduire les gens aux compositions orchestrales via l'électro, et je pense qu'on peut clairement dire que c'est avec ce morceau qu'il a vraiment réussi à atteindre ce but. J'ai personnellement un peu de mal avec Alchemist, car il a trop tendance à mettre du baroque et de l'électro dans ses pistes, mais à quasiment jamais les mélanger. On est constamment sur un puis sur l'autre, au lieu d'avoir une fusion des deux. Et c'est d'autant plus frustrant que Melody Circus est la preuve que ce concept pourrait non seulement marcher, mais donnerait surtout en résultat parmi les meilleurs albums électro jamais sortis. Bah va faire une suite après ça. Bah, en vrai, même Savant, il a dit bof. Si même lui, il trouve qu'il y a rien à changer à l'original alors qu'il passe sa vie à cracher sur Alchemist 1, bah, c'est que c'est vraiment une masterclass. Du coup, pour Melody Circus 2, il a fait une reprise orchestrale. Bien sûr que ce n'est pas à la hauteur de l'original, mais est-ce que c'est si important ? Je veux dire, Melody Circus 1 existe toujours, le 2 n'avait pas vocation de remplacer l'original. Puis la reprise est vraiment bonne, je vous rappelle que c'est un orchestre composé d'une seule personne, le résultat est vraiment très impressionnant. Donc voilà, Reddit, si tu peux te calmer un petit peu la prochaine fois, ça nous fera tous du bien. On a fini la suite du coup ? Alors oui, mais ça veut dire quoi la suite ? Oh putain, ta mère. Après Melody Circus, on est arrivé à la moitié de l'album, et en vrai, on va clairement pas passer autant de temps à parler du reste. Si Alchemist est globalement excellent dans ses 11 premières pistes, je dis globalement parce que Konami Code existe, le projet a tendance à se perdre dans sa seconde partie, entre des pistes pas très intéressantes et parfois pas très bien placées au sein de l'album. Ça veut pas dire qu'il y a aucune dinguerie, et vous inquiétez pas, on va en parler ici, mais globalement c'est une seconde moitié inférieure à la précédente. Mais s'il y a une piste que j'ai adorée dès la première écoute parmi celles-là, c'est bien The Horror. Pour moi, c'est une compo culte. Déjà, l'introduction se veut légèrement angoissante, entre cette voix autotunée à l'extrême qui paraît tout sauf naturelle, ainsi qu'avec un build-up au clavecin qui semble nous préparer à quelque chose de terrifiant. Et puis après, big boom boom. The Horror, c'est un mélange pop-rock électro du plus bel effet, avec des percus qui défoncent et des variations aussi légères qu'impactantes lors des drops. Je me souviens qu'il s'agit d'une des premières musiques que j'ai beaucoup aimé de la part de Savant, parce qu'au casque avec le son à fond, c'est un vrai petit bonheur. Sauf que voilà, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est The Horror 2. Et là bah, y a rien, mais vraiment rien à voir. Oui, c'est un son de Protoss. Ah bah carrément. Vous connaissez Protoss ? Protoss, c'est un des albums les plus à part dans la discographie de Savant. Là où tous ses autres albums étaient jusque-là différentes expérimentations et sonorités qui tournaient autour de l'électro, eh bien Protoss est un album de space opéra pop-rock. Il n'y a qu'une seule compo qui a des drops, et ceci reste très sage. Le reste, c'est des musiques d'ambiance ou des chansons très entraînantes, mettant en avant les paroles, souvent très pessimistes, en contraste avec la sonorité de l'album. Et The Horror 2 aurait complètement sa place parmi ces chansons. Savant a pris l'aspect très légèrement pop-rock de l'original pour complètement partir dessus et construire autour. C'est justement ce qui se passe aussi pour Manslaughter, la piste suivante de l'album. Ah, j'adore quand on finit les paragraphes des autres. On dirait genre on est super potes, alors que vraiment, mon dieu, qu'est-ce que je te déteste. Manslaughter, c'était loin d'être ma piste préférée. Elle est clairement pas mauvaise, hein, genre il y a le leitmotiv de la musique de Victoire dans Mario et je sais pas comment il a fait, mais Savant a rendu ça subtil, alors que putain le film Mario. Les drops sont assez diversifiés, mais je sais pas, je trouve que ça manque d'impact, surtout juste après The Horror. Ben moi j'aime beaucoup Manslaughter, aussi sûr que j'ai trouvé le film Mario incroyablement pourrave. Il y a un très léger aspect rap au début de Manslaughter, mais vraiment très léger. Et donc vous me voyez venir, Manslaughter 2 c'est entièrement ça, et c'est un vrai kiff. Gotta open up, tell them what your mind's about. Deep focus, I never deliver without. Stand up, let me hear you now. Get up, then get down. Ce qui est très fort avec ce couplet, c'est qu'il reprend un couplet d'une chanson de Blanco, puis un autre couplet dans Rap de Winter in Hollywood, et que ça passe nickel. Et je vous garde la surprise quand vous l'écouterez, mais le drop qui suit ce couplet est un des meilleurs mélanges de rap et de dubstep que j'ai écouté. Ce que j'aime beaucoup dans ces deux derniers remixes, c'est qu'ils prennent un petit aspect de l'original, et repartent de zéro pour faire un résultat qui a à la fois rien à voir avec leur prédécesseur, mais qui sont quand même reconnaissables comme des remixes puisqu'ils se basent sur quelque chose de déjà existant dans leur ancienne version. Vraiment, je te hais, putain, j'ai qu'une hâte, c'est que tu dégages de ma maison. Dans les pistes dont j'aimerais parler, la suivante c'est Pirate Bay, et est-ce que vous aimez Donkey Kong Country ? Encore une fois, une de mes préférées d'Alchemist, tant par l'ambiance de ses parties les plus calmes que ses drops à la sonorité très dubstep bien saturée, bien agressive. La dubstep a encore une fois une place très importante dans la mélodie principale, ajoutant un air immédiatement mémorable, croyez-moi celui-là vous l'aurez en tête. Pirate Bay est très satisfaisante à écouter, et se présente comme un bol d'air frais dans un album qui commençait un peu à tourner en rond en ce moment. Parce que le problème avec Alchemist, c'est qu'une fois la surprise des débuts passés, y a plus grand chose qui renouvelle l'album. Bah si, ta gueule. C'est d'ailleurs un problème résolu avec la diversité d'Alchemist 2, qui jouit non seulement de son statut d'album remix, parce qu'évidemment vous allez être plus attentif
compréhensible si vous connaissez déjà le son original, mais veut aussi tellement être dans tous les genres possibles et imaginables que vous allez jamais vous ennuyer en l'écoutant. Même si bon, y a pas d'IDM et ça fait mal à mon petit cœur. En revanche, le remix de Pirate Bay reste très fidèle à l'original. Même structure, quasiment la même sonorité, la chiptune en moins. Même le premier drop est repris entièrement, même si je le trouve personnellement bien en deçà. L'aspect saturé donne sa place à un son qui sonne assez faux et dont l'aspect plus sage sonne beaucoup moins libérateur. Bah si, ta gueule. Mais par contre, la seconde moitié de Pirate Bay, mon dieu qu'elle est folle. Pour vous dire, c'est carrément devenu mon go-to quand je veux montrer à quelqu'un ce que Savant est capable de faire en termes de drop dans l'électro. Ce que vous entendez là, c'est le début du drop, qui est certes assez basique, mais surtout placé comme une préparation à la surprise qui va suivre. Parce que juste après un petit plan qui permet de faire l'entre-deux, vous arrivez sur ça. Tout est parfait dans ce drop, ça a l'air à la fois si bordélique mais si méticuleusement mis en rythme. Chaque petit son trouve parfaitement sa place dans une harmonie aussi déroutante que jouissive, c'est une littérale dinguerie. Ce genre de drop qui te met une bonne grosse claque dans la gueule. Et si vous pensez qu'on en a fini une fois cette musique passée, oh que non. Il reste une seule musique qui a des drops violents dans l'album, c'est No Time for Pussy. Va crever! Décède! Que dire de plus sur No Time for Pussy? C'est la fin de l'électro dans Alchemist, n'ayant cette fois plus aucune composante baroque et cherchant plutôt à vous ambiancer une dernière fois avec des drops ou sonorités dubstep. On sent tout de même une retenue dans le drop, histoire de faire une transition avec The Beginning Is Near, le morceau suivant. La mélodie est assez simple, la construction classique pour de l'électro, bref, un coucher de soleil plutôt qu'un feu d'artifice final. Et ce ratio, il est final! Alors que No Time for Pussy 2, c'est une conclusion dans la démesure totale. C'est quelque chose qui se constate dès le début avec des percussions beaucoup plus sèches et agressives, mais aussi avec des build-up plus intenses, et surtout, les drops. Non, parce que pour refaire la comparaison, le premier drop de No Time for Pussy... et maintenant, No Time for Pussy 2... La différence est monstrueuse, et je parle même pas du second drop très différent qui se conclut par une voix qui annonce « The party begins », ce qui peut paraître assez étonnant au vu de la place du morceau dans l'album, mais prendra tout son sens juste après. D'ailleurs, tant qu'on est sur les paroles, sachez que le Pussy de No Time for Pussy 2 fait référence au chat, là où le Pussy de No Time for Pussy 1 fait référence à... Ça se prouve par les paroles de fin du remix, et aussi par le fait qu'on n'entend jamais le mot Pussy dans la compo. Mais bien sûr que si, on entend Pussy. Bah non. Si, écoute. Tu l'entends pas là? Bah non. Mais je te jure. Bah non. Et tu sais quoi, vous aussi n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous entendez le mot chat. Au final, Pirate Bay et No Time for Pussy ont quelque chose en commun dans leur remix, faire de la démesure. Alchemist 2 veut en faire une explosion finale pour prouver toute la maîtrise qu'a son compositeur en ce qui concerne les drops à la fois entraînants et ultra savage. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas eu droit avec Winter, sa dernière occasion de briller en la matière étant Void, qui est arrivé avant la mise en place de la nouvelle formule introduite avec Krang, qui n'avait pas pour but de faire des drops spécialement dansants et qui misait plutôt sur l'ultra-violence. Voilà, je le redis mais écoutez Krang, c'est absolument incroyable comme album. Bof. Ta grosse race la pute, elle est bonne. Quant à notre sujet du jour, il nous reste seulement 2 pistes à traiter. Et comment dire, y a pas meilleure surprise finale pour un album comme celui-ci que The Beginning Is Near et Sayonara. Parce qu'après vous avoir fait danser, il est temps pour Alchemist de vous faire ressentir. The Beginning Is Near est une chanson vraiment joyeuse. Une ode à la liberté, tant par son instru entraînante et légère que par ses paroles. I can feel it in the air. I can feel it in the air. Oh non mais... I can feel it in the air. We're gonna make it if we try. Ou The beginning is here. On a des petits relents de nostalgie, mais ça donne le sourire. Surtout quand c'est chanté avec autant de poigne. Clairement, la joie qui en ressort est communicative. Et puis après ça, The Beginning is Near 2 est arrivé. Et là, tous les fans de Savant ont eu envie de pleurer. Quel son! Vraiment, si vous connaissez bien l'original, l'intro de la piste va déjà vous mettre un sale coup. En réutilisant sa mélodie principale avec un rythme plus lent, et en ayant une sonorité plus proche de la mélancolie, le morceau nous donne l'impression d'un véritable comeback, d'autant plus glorieux avec l'arrivée des percussions qui annoncent une célébration. Le morceau appelle plus les larmes, ce qui se vérifie très vite lorsque son titre est chanté. Il y a tellement de choses qui sont transmises à ce moment, je sais même pas par où commencer. C'est à la fois un regard sur le passé, tant par le concept de base de reprise d'un morceau de 2012 que par le ton beaucoup plus solennel qui semble être le signe d'une très forte nostalgie. Mais ce refrain est également une promesse, celle du retour de Savant, et ce pour un long moment. On a l'impression que Savant s'adresse directement à nous pour nous dire « Allez,
on est reparti pour 10 ans de plus. C'est probablement à cet instant que l'évolution de l'artiste se fait le plus ressentir. On est passé d'une chanson aux airs un peu nostalgiques, mais avec une surcouche plus entraînante, à quelque chose de plus calme et introspectif. Et juste après ça, Alchemist se termine avec Sayonara. Et là, gros changement d'ambiance. Sayonara, c'est non seulement un de mes sons préférés de l'album, mais aussi un de mes sons préférés de Savant tout court. Si vous trouviez The Beginning is Near 2 mélancolique, vous n'êtes pas prêt, parce que pour le coup, Sayonara porte très bien son nom. La mélodie est calme, assez grave, et le synthé en reverb ajoute une certaine mélancolie, comme pour évoquer de bons souvenirs disparus. Et alors que la chiptune commence à intervenir, représentant un retour au présent, c'est à ce moment que le drop décide d'éclater. Et là, on a la totale. Mélodie saturée, percus qui s'emballent, chiptune qui s'envole donnant l'impression d'entendre des pleurs, tout est mis en place pour nous signifier la fin d'une ère. Des adieux déchirants, à la fois remplis de désespoir mais aussi de promesses. Ce sont des drops très intenses que nous offre Sayonara, surtout par leur sonorité et leur contraste avec le reste qui les rendent d'autant plus impactants. Quant à la fin du morceau, il s'agit d'un son distordu, très lent, prenant une minute entière à s'effacer, nous donnant un grand sentiment de vide. Et c'est pour ça que Sayonara 2, c'est un remix chill out. Ouais, pour le coup, s'il y a une seule déception dans l'album, elle se trouve ici. Et pourtant, ça commençait bien, hein, avec un joli piano, tout ça. Mais bon, pour vous montrer ce qui me gêne dans ce son, je vais vous faire un petit montage et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et oui, je sais que la piste gagne en intensité à certains moments, mais jamais elle n'atteint la cheville du brio de l'original. La puissance de Sayonara, ça venait en grande partie de cette sonorité peu agréable qui en disait tant. Et là, on arrive au même moment que pour le premier drop de Pirate Bay. Cette fameuse sonorité est remplacée et en perd beaucoup au change. Ça fait de Sayonara 2 un son assez fade, et surtout une façon très décevante de finir un album qui nous avait offert tant de surprises jusqu'ici. Et c'est donc là-dessus que nos deux albums se terminent. Putain, ça a pris du temps. Faut pas se demander pourquoi je sors plus de vidéos après. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'encore la conclusion, on a pas mal de choses à dire. Déjà, et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé donc on va vite passer dessus, Alchemist 2 n'a pas du tout les mêmes ambitions qu'Alchemist 1. On est passé d'électro-baroque à album de la maturité en The Savant. Quoique je dis Savant, mais on est plutôt sur toute la discographie d'Alexander Winter. On retrouve du Winter in Hollywood dans les moments les plus pop de l'album, du Blanco dans Wild Ganja, ainsi que du Alexander Winter, l'alias, pas l'artiste, dans les 3 reprises orchestrales d'Alchemist 2. Mais sachez qu'on retrouve des traces d'autres albums de Savant. Bon, déjà Protos, comme on l'a dit plus tôt, mais aussi Void pour Bananonymous et des traces de Heart, Overkill et Outcast pour les pistes remplacées du premier Alchemist. Ce projet est donc également un hommage à toutes ces créations du compositeur, les montrant sous un nouveau jour grâce à cette nouvelle formule. Une nouvelle formule qui se veut plus mature, faisant la part belle à la sobriété et au mixage. Il y a vraiment une certaine classe qui ressort de Krang et d'Alchemist 2, et si les prochains projets suivent également cette direction, la carrière de Savant nous réserve encore beaucoup de surprises. Et du coup, logiquement, Alchemist 2 se démarque vraiment de son modèle au lieu d'en être juste une version remaster. Pour rappel, Alchemist, c'est l'album de Savant qui a le mieux marché. Si son compositeur ne ressent absolument plus aucun amour envers ce projet 10 ans après sa sortie, il a quand même préféré en générer quelque chose de nouveau. Ça fait qu'aucun des deux albums n'a la prétention d'être la meilleure version de l'autre, et que vous pouvez encore écouter les deux sans souci. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore Alchemist 2. On adore Alchemist 2. Oui, on adore Alchemist 2, c'est bon. De toute façon, monsieur se croit trop important pour écouter les autres. Si je trouve le remix très largement supérieur et globalement mieux maîtrisé que son modèle, il n'empêche que je vous recommande vraiment d'écouter les deux albums, et puis même toute la discographie de Savant en fait. Voilà. Est-ce que ça étonne qui que ce soit? C'est une idée qui a traversé toute la vidéo, mais autant la formuler pour conclure. Quelle plus belle vengeance que celle qui prend la forme d'un hommage. Du coup, Sustainer, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Non. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser les pouces bleus, vous abonner, laisser les commentaires, tout ça vous connaissez. Un grand merci également à la Cotique qui a participé à l'élaboration de cette vidéo, je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Et aussi un grand merci à Cielou qui a fait ce dessin trop bien, le lien vers son pixel dans la description. T'avais pas dit que ta prochaine vidéo devait être sur un truc bleu qui court vite et que t'aimes beaucoup? Bah chimiste il est bleu non? Bah non. Ah merde. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou rejoindre le Discord aussi, vous connaissez blablabla tout ça. Sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salut. Bisous.
si, ta gueule.